Avec 34 millions de visiteurs par an, Paris est l'une des capitales les plus visitées au monde. 43 800 hommes et femmes de la préfecture de police de Paris s'engagent au quotidien pour assurer la sécurité des touristes et des Parisiens qui chaque jour déambulent dans la capitale. Ils le suivent dans les couloirs, le deuxième prend le téléphone dans la poche et se retourne pour prendre la fuite. La sécurité dans les transports est primordiale. On a des centaines et des centaines de caméras qui permettent d'avoir cette vision très précise. Les attentats de novembre 2015 ont changé à jamais les méthodes d'intervention de la police nationale. Dans le terrorisme, c'est la rapidité qui compte. La capitale dispose d'un lieu unique pour le traitement des appels d'urgence. L'urgence, on fait j'écoute. Une minute, il n'y a pas de massage cardiaque, c'est 10% de chance de survie en moins. La prévention des risques naturels, le secours aux personnes, la gestion des risques chimiques ou la découverte d'explosifs est assurée 24 heures sur 24 par des équipes spécialisées. Quoi qu'il arrive, il faut que le déminage passe pour lever le doute. Capitale au rayonnement international, siège des institutions et des ambassades, Paris est chaque année le théâtre de quelques 6500 manifestations et événements festifs ou sportifs. Ouais, affirmatif, j'ai l'objectif juste devant moi. Face à la montée des violences, des unités anti-commando spécialisées avec de nouvelles mesures d'intervention sont devenues opérationnelles. Les voyous font la fête la nuit, les voyous font leurs affaires la nuit. Vite, vite, vite les gars! La nuit parisienne bouge. Nous allons vous faire découvrir des espaces interdits, des sites confidentiels où chaque jour, des hommes et des femmes œuvrent pour la sécurité de la ville lumière. Avec 2 200 000 habitants, Paris est l'une des capitales les plus visitées au monde. Paris occupe également une place prépondérante dans le milieu de la mode, du luxe et de la finance. Avec une fréquentation touristique en hausse, la densité de ces réseaux de transport en fait un point de convergence pour les déplacements nationaux et internationaux. La capitale possède un dispositif de secours et de sécurité avec des unités opérationnelles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quels que soient les risques. Un défi pour tenir à distance les menaces qui planent au-dessus des grandes capitales de la planète. Les enjeux de sécurité au sens le plus large du terme, la sécurité du quotidien, la prévention, la lutte contre le risque terroriste, la protection de nos grandes institutions, la gestion des grands événements de voie publique, ne l'oublions pas non plus, l'organisation des secours. Et ça à l'échelle de Paris, intramuros, à l'échelle aussi de Paris, de la petite couronne, près de 7 millions d'habitants, et pour le préfet de zone que je suis, à l'échelle aussi de la région d'Île-de-France. Pour assurer la sécurité du public, la préfecture de police de Paris dispose de plusieurs salles de contrôle. Opérationnelle de jour comme de nuit, celle de la DESPAP surveille au quotidien Paris et les départements sous sa responsabilité. Elle coordonne notamment l'action de chaque commissariat. Ici, c'est bien le centre névralgique de la préfecture de police. Tout ce qui concerne la sécurité publique est décidé dans cette salle via le cabinet du préfet de police et notre directeur. Et 750 concernant le colis suspect invalide. Donc l'équipage arrivé sur place nous a transmis le point de fuite pour le labo. Chaque opérateur dispose sur son pupitre de différents outils, la radio évidemment, mais également le plan zonal de vidéoprotection qui permet de voir en direct l'événement et de l'évaluer de manière un petit peu plus objective, parce que le but de cette salle, c'est évidemment de coordonner l'ensemble des effectifs et de s'assurer que les services spécialisés, que ce soit la BRI, le labo et tout ce qu'il est nécessaire d'engager à la demande du directeur et du préfet de police, nous le mettons en œuvre dans cette salle. Paris et sa périphérie abritent de nombreuses institutions, ambassades, monuments historiques et autres sites sensibles. Pour effectuer leur surveillance, la police a accès à une multitude de réseaux de caméras. Certains policiers habilités peuvent d'un simple clic accéder aux images de 50 000 caméras installées par la SNCF et la RATP dans les transports urbains, bus, métro et RER. Mais aussi à toutes celles des sociétés privées qui ont passé des conventions pour mettre leurs caméras à disposition de l'État. 400 km de fibre optique relient ce réseau tentaculaire pour alimenter 55 services de police dans la capitale ou sa périphérie. Les 19 commissariats d'arrondissement ont ainsi accès à ce réseau tentaculaire pour les besoins d'un service d'ordre, d'une filature ou pour mettre sous surveillance un secteur à risque.
Chaque commissariat dispose d'une BAC, une brigade anticriminalité, en lien direct avec leur PC prête à intervenir. Ouais, sortie de BAC 10 Charlie. C'est en patrouille que les policiers luttent contre toutes les formes de petite et de moyenne délinquance. Grâce à une très bonne connaissance du terrain, ils traquent les infractions sur la voie publique, mais aussi les flagrants délits afin de pouvoir interpeller les délinquants. Planques, filatures, interpellations sont leur quotidien. Chaque commissariat a une BAC civile. Alors en fonction de l'importance de l'arrondissement, 1, 2, 3 ou 4 véhicules qui sont spécialisés dans la recherche du flagrant délit. Ils ont une zone d'activité qui est leur arrondissement. Et au sein de l'arrondissement, il y a des secteurs privilégiés avec certaines données de délinquance sur lesquelles il faut agir, ou des petits problèmes de trafic de stupes avec un impact soit en économie souterraine, soit avec un impact de tranquillité publique qu'il faut gérer. Et c'est le commissaire du commissariat d'arrondissement qui leur donne les missions et les objectifs, et ils travaillent sur ces axes-là. On est sur un secteur où ça bouge pas mal, donc voilà. Vous avez les appels qui tombent, et vous avez aussi le coup d'œil, quoi, ce qu'on appelle le coup d'œil. Ouais, attends, on va regarder. Là, ils remontent, regarde, ils sont en sunshine. Je pense que j'ai un flag qui a dû se commettre, là. Ils sont deux, là, ils se suivent avec 100 mètres d'écart, mais le premier, je sais pas. Il me semble qu'il a planqué un truc, j'en sais rien. Et je pense que son pote, il est en train de l'appeler, là. Parce que je sais pas s'il m'a pas cramé. Je vais aller taper le contrôle. Ouais. Tiens, viens voir. Alors, 2 secondes. Tiens, mets-toi là. T'as rien de dangereux? T'as pas de papier? Papier. Je sais pas, c'est bizarre. Ça, c'est à qui, ça? Ça vient d'où? Ouais, c'est arraché. Ouais, Lionel, positif. Ça vient d'où? Ah bah voilà. Voilà. Hein? Ça vient d'où? Ouais, c'est ça, je te dis. Paris, la ville qui ne dort jamais. À la tombée de la nuit, c'est une deuxième vie qui commence dans la capitale, une vie mouvementée où tout peut arriver. Le quartier de la Défense, plus grand pôle économique d'Europe, avec plus de 3000 entreprises et 180 000 personnes qui y travaillent chaque jour, est sous surveillance, comme les quartiers à risque où la délinquance est connue. Les voyous font la fête la nuit. Les voyous font leurs affaires la nuit. La nuit, il y a une espèce de désinhibition avec l'effet de l'alcool, des stupes. La nuit, c'est festif sur Paris, donc une multitude de données qui fait que la nuit parisienne bouge. Tous les commissariats ont une BAC de nuit, 1 ou 2 véhicules en fonction de l'importance de l'arrondissement. Et ils travaillent sur les objectifs locaux de leur arrondissement. Flagrant délit, stupes, agression, vol avec violence. Pour renforcer ces 20 BAC de nuit d'arrondissement et sécuriser les soirées parisiennes, la brigade anticriminalité de nuit BAC 75N a été créée en 1993. La BAC 75N, c'est une unité de soutien qui travaille soit de manière individuelle au sein des arrondissements en renfort sur des sécurisations particulières et qui recherche le flagrant délit, en tenue, comme la mienne. Pourquoi en tenue? Parce qu'en plus de cette mission de recherche du flagrant délit et de soutien aux BAC et autres effectifs d'arrondissement, on peut les regrouper sous mon autorité et celle des officiers en petite unité constituée, un peu comme une petite CRS, capable d'intervenir sur un événement grave de violence urbaine, de maintien de l'ordre et d'agir en conséquence. Vite, les gars. Les policiers de terrain qui composent cette unité sont tous spécialisés dans les interventions en milieu sensible avec une formation et un entraînement spécifique. Il y avait des tirs de feux d'artifice, de mortier. Le lieu est assez prisé de la jeunesse un peu alternative. Donc les gens ont appelé à plusieurs reprises le commissariat et police secours. Évidemment, ils n'arrivaient pas à dormir. Hein. Des domiciles tout autour. Rien de méchant, surtout quand on est en force.
Donc on va saisir la sono pour éviter que ça se reproduise. Et on contrôle les jeunes. Il n'y a pas vraiment de voyous, quoi. Donc on a affaire à différentes sortes d'interventions, des séries de vols de violence, les cambriolages, des sorties de boîtes de nuit un peu houleuses, des quartiers de Paris qui chauffent un peu en termes de violence urbaine sur lesquels on doit intervenir. La difficulté, c'est que un fait de délinquance comme un vol de violence et une cité qui commence un peu à chauffer en termes de violence urbaine, c'est pas les mêmes techniques d'intervention, c'est pas la même manière d'intervenir. Donc voilà, on est multifonction. Et ça rend le métier encore plus intéressant, mais aussi difficile. 13 novembre 2015, des attaques avec une série de fusillades et des commandos suicides sont perpétrées dans la soirée à Paris et dans sa périphérie. Les forces de l'ordre sont surprises par la rapidité et la simultanéité de ces attentats. Pas équipés pour répondre aux tirs de fusil d'assaut, les brigades anticriminalité doivent attendre l'arrivée des équipes d'intervention. Le bilan officiel des victimes fera état de 130 morts. Ces attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France. Au vu de l'expérience que l'unité d'ailleurs a vécue, puisqu'elle est intervenue en première ligne sur le Bataclan, et face à une attaque aussi soudaine qu'imprévue et brutale, on a déjà eu d'importantes avancées en termes de matériel, puisqu'on nous a équipés en protection balistique, c'est-à-dire un bouclier balistique qui résiste aux balles tirées par des fusils d'assaut, pour résumer. On a également eu des casques balistiques et un fusil d'assaut, le G36, qui permettait d'avoir une réponse à la hauteur de l'armement des terroristes. En patrouille chaque nuit, cette unité est en mesure d'agir rapidement pour sécuriser un lieu avant l'arrivée des unités d'intervention antiterroriste. Comme dans le quartier de l'Opéra, lorsqu'un assaillant a tué un passant au couteau et en a blessé 4 autres avant d'être abattu par les policiers. Toujours en mouvement, cette unité est en première ligne lors des différents événements qui marquent les nuits parisiennes. On fait des simulations avec les pompiers. La BRI nous a apporté son savoir-faire et elle nous forme régulièrement encore. Donc matériel plus formation, effectivement, nous a fait grandement évoluer pour avoir une riposte encore plus adaptée et plus efficace. Les BAC de nuit sont désormais équipés et préparés au risque majeur d'intervenir les premiers. Leur mobilité et leur faculté à se regrouper leur permettent de figer la situation avant l'arrivée des unités spécialisées comme la BRI ou le RAID. Banlieue parisienne. Des unités d'intervention de la préfecture de police de Paris sont rassemblées. Un exercice commun est en préparation. Brigade anti-commando, compagnie de sécurisation, pompiers et services de secours sont en alerte sous le commandement de la BRI. Un kamikaze a pris des otages dans un bus. On a donc une prise d'otage et ce qu'on a ajouté comme difficulté, c'est une dimension, nous ce qu'on appelle une dimension NRBC, c'est-à-dire une attaque avec des produits chimiques. Les compagnies de sécurisation interviennent en premier pour assister les victimes et sécuriser les abords. On sait qu'on peut avoir ce risque-là, on l'a vu dans le passé. Des attaques au sarin, par exemple, au Japon. Donc, on se prépare à ce type d'attaque. Il y a beaucoup de services qui sont équipés dans ce type de protection, mais la BRI a travaillé plus spécialement sur cet aspect-là. On a pu voir d'abord la compagnie de sécurisation qui est intervenue, et ensuite, à partir du moment où le risque a été détecté, on laisse la place aux services spécialisés, et ces services-là se mettent en appui pour nous aider. Donc la BRI devient, je dirais, la pierre angulaire d'un dispositif d'intervention où le chef de la BRI ou son adjoint, s'il n'est pas là, dirige l'intervention en elle-même. La priorité, je dirais, des missions, c'est de sauver les otages, de récupérer les victimes, et bien évidemment de neutraliser les terroristes. C'est maintenant à la BRI d'intervenir avec ses différents groupes techniques qui utilisent un armement et des moyens spécifiques comme un robot à roulettes équipé d'une caméra. On a un groupe technique qui travaille sur ce qu'on appelle la R&D, la recherche et développement, et on essaie d'avoir le matériel le plus pointu possible. Le but du jeu étant de pouvoir apporter un appui important aux groupes
qui sont en intervention. La BRI, dans sa formation anti-commando, est l'unité parisienne de contre-terrorisme. À ce titre, ses personnels se forment en continu à des interventions pointues, mettant en œuvre un niveau particulièrement élevé de compétences, tant d'un point de vue opérationnel que technique, avec emploi de drones et l'utilisation d'armements spécialisés. Dans le terrorisme, on a pu le voir, c'est la rapidité qui compte. La BRI est le seul service qui allie mission d'intervention en situation de crise et mission de police judiciaire, surveillance, identification et filature. Située sur l'île de la Cité au cœur de Paris, dans le mythique 36 quai des Orfèvres, la BRI, plus connue sous le nom d'Antigang, est l'une des brigades centrales de la direction de la police judiciaire parisienne. Pionnière, elle s'est forgée au fil des affaires des compétences et un savoir-faire qui inspirent la création de l'unité d'élite d'intervention du RAID en 1985. Aujourd'hui encore, elle mène de front lutte contre le grand banditisme et intervention en situation de crise. Les origines de ce service, c'est dès 1964, à l'initiative d'un de nos aînés, François Lemoyle, qui a eu l'idée de prendre le problème judiciaire à l'envers, notamment les braqueurs. C'est-à-dire qu'auparavant, on attendait qu'un braquage soit commis et ensuite on investiguait pour déterminer qui était monté au braquage, les interpeller, les présenter devant un magistrat. Et il a eu l'idée lumineuse de se dire on va se mettre derrière et on va les monter en flagrant délit. Depuis sa création, la BRI s'est illustrée dans la lutte contre le grand banditisme, dans la libération d'otages ou dans l'intervention à l'occasion d'attentats. Le service a été maillé par de très très belles affaires, la libération du banquier Mallet, l'enlèvement du baron Opin, la neutralisation de Messrine. Voilà, donc c'est un service qui à l'origine a un ADN judiciaire. Donc une partie de notre travail, aujourd'hui la moitié de notre travail, consiste à faire des filatures surveillance en vue de faire des flagrants délits. La BRI depuis 2015 est vue sous l'image du policier casqué, cagoulé, avec un fusil d'assaut et qui va résoudre des situations de prise d'otage à caractère terroriste. Mais l'ADN de la BRI, c'est pas du tout ça. La BRI, c'est la brigade de recherche et d'intervention. Donc là, on est dans la phase recherche, dans la partie anti-gang, qui est quand même la partie la plus, qui est l'ADN de notre service et qui, pour ma part, est la partie qui m'intéresse le plus. Ce pourquoi je suis venu à la brigade. Moi, je suis sous le tunnel. Si jamais ça prend le tunnel, ça sera face à moi. Et on essaye de couvrir les axes. Ouais, monsieur, voilà la moto, je vais pas très loin des piétons pour le cas où. Ouais, c'est suivi. Ouais, là, pour l'instant, on est dans la phase d'attente qui peut se déclencher dans 30 secondes. Comme si ça se trouve, à la fermeture du centre commercial, on sera encore là. On n'a pas de service de renseignement, de service de filature surveillance, de service d'intervention, tout est transversal. C'est-à-dire qu'on a des groupes de recherche et d'intervention qui, comme leur nom le porte bien, passent leur temps à rechercher de l'information, à rechercher des malfaiteurs, à les surveiller et à intervenir dans le cadre de procédures judiciaires en flagrant délit, c'est-à-dire juste avant ou juste après la commission d'une infraction ou de l'intervention stricto sensu. J'ai la cible devant moi, là, qui est devant l'entrée au Beaugrenelle. Il est au niveau de la tente rouge, je l'ai aperçu. Je vais te confirmer, parce que j'ai un bus là qui va partir, je vais te confirmer. Donc là, on a de la chance, parce que je l'ai entreaperçu. Alors c'est pareil, c'est que des fois, on a... C'est aussi ça, c'est accepter d'entreapercevoir les choses et de ne pas spécialement les voir. Pour l'instant, donc je confirme, c'est bien notre objectif. Voilà. C'est bien notre objectif. Ah ouais, je le vois. On va monter à bord d'un véhicule noir, direction la Seine. Ouais, affirmatif, j'ai l'objectif juste devant moi. Les équipes de filature sont constituées de plusieurs véhicules, motos, voitures banalisées ou camionnettes équipées pour la surveillance. Leur principale difficulté, ne pas se faire repérer. Pour le moment, relais Brice. C'est un sport difficile, on a beaucoup de déperditions. En moyenne, 9 dossiers sur 10 n'aboutissent pas. Parce que c'est difficile, il faut que
les malfaiteurs aillent au bout de leur projet. Il faut ne pas se faire, dans notre jargon, détroncher, donc ils nous voient. Il ne faut pas se faire balancer. Enfin, il y a tout un tas de contraintes qui font que c'est pas aussi simple et qu'en moyenne, un dossier sur 10 aboutit. Donc ça, c'est l'aspect judiciaire. Détecter les malfaiteurs susceptibles de se livrer à des actes de banditisme organisé, les surveiller et les interpeller en flagrant délit fait partie de l'ADN de la BRI. Exercice tactique donc équipé en lourd avec des moyens de riposte. Une colonne dans laquelle nous avons intégré donc des techniciens avec des moyens robots. Un maître chien aussi avec un chien d'attaque. Et nous allons donc procéder à des exercices de forcené, de retrancher, de prise d'otage pour pouvoir arriver à se perfectionner dans nos techniques de progression. Les enquêteurs de la BRI sont ainsi prêts à s'engager dans un affrontement armé avec des individus extrêmement dangereux. Pour plus de véracité, les exercices se font régulièrement avec des balles en caoutchouc qui peuvent provoquer des hématomes aux policiers touchés. C'est bien fait, on poursuit la progression sur la gauche. L'utilisation d'un robot équipé d'une caméra sur roulette comme éclaireur est efficace pour les forces d'intervention dans un espace confiné. La caméra haute résolution retransmet les images en direct à l'équipe d'intervention. Tout le monde est rentré? C'est un gain de temps important qui augmente la sécurité des policiers en leur permettant d'identifier les dangers avant d'évoluer dans une zone à risque, telle que la montée d'un escalier ou l'entrée dans une nouvelle pièce. Tango, tire. Parti à droite. Ok, en riposte, on se protège. On va envoyer le chien et pénétrer à l'issue. On envoie le chien en pénétrer. Une fois l'agresseur repéré, le chien d'attaque est dirigé grâce à un laser qui lui indique la pièce où est retranché l'assaillant. Fort d'une centaine d'hommes, la BRI peut compter sur un renfort de 350 policiers spécialisés dans sa configuration anti-commando. Individu à neutraliser, interpellé. Paris abrite de nombreuses institutions, ambassades, monuments historiques et autres sites sensibles. Elles sont chaque année le théâtre de plusieurs milliers de manifestations et d'événements festifs ou sportifs. Direction le deuxième sous-sol de la préfecture de police. Nous allons vous faire découvrir l'un des sites ultra sécurisés de la DOPC. C'est de cette salle de commandement que sont surveillés les événements exceptionnels de la capitale. Une multitude d'écrans reliés aux caméras de la préfecture, mais aussi à celles de la RATP ou encore de la SNCF, permet de coordonner les différentes unités en opération sur la voie publique. 36 boulevard Beaumarchais, mais ils sont partis. Pays 504 de cité, 504. Cette salle, c'est le centre commandement, le point névralgique qui est chargé de suivre en temps réel tous les événements qui se passent sur Paris et la région parisienne, le Grand Paris. Et notamment, les événements qui m'intéressent plus particulièrement sont liés au Mosovo, le maintien de l'ordre, les services d'ordre et les voyages officiels. C'est d'ici que partent les ordres des différentes unités présentes sur les lieux. Police, gendarmerie, services de renseignement et services judiciaires coordonnent leurs équipes sur place. La manifestation a été préparée en amont et c'est géré par la personne qui l'a préparée, donc qui a fait un travail d'état-major avant, qui l'a préparé, qui va le gérer après sur le terrain et qui commande tous les commissaires de police et toutes les unités qui sont à disposition sur le terrain. De la simple revendication d'une dizaine de personnes aux manifestations de masse, c'est plus de 2500 regroupements par an que la DOPC doit encadrer. Les forces opérant sur le terrain doivent être prêtes à intervenir à tout moment. Vous avez la cartographie qui est suivie en temps réel avec le positionnement des forces, le positionnement des manifestants, l'évolution, les caméras qui suivent en temps réel aussi les événements. Après aussi, on a des caméras que l'on peut déplacer. Donc on a les moyens qui sont bien à disposition, qui sont centralisés ici pour qu'on puisse mieux appréhender le problème et l'évolution de la manifestation et essayer de la prendre en compte du mieux possible. Ça y est, ça rentre dedans, ça reflue. Là, ça lance un projectile dans leur dos. Ouais. La mission finale, c'est de permettre la liberté de manifestation dans les meilleures conditions, c'est-à-dire tout en assurant la sécurité des biens et des personnes d'une ville, d'une agglomération comme Paris, qui est le siège des institutions, donc avec des particularités et des difficultés et une sensibilité particulière.
Rompues à toutes les techniques de maintien de l'ordre, les compagnies d'intervention encadrent avec maîtrise tout type de manifestation. Autant d'impératifs que doit concilier la direction de l'ordre public et de la circulation pour assurer un partage harmonieux de l'espace public avec plus de 7500 événements, dont certains présentent des risques majeurs. Aucun véhicule ne rentre, hormis ceux du PSG qui ont le logo navette. Et dès que le gros flux est sorti, on se remet en position pour éviter que les gens reviennent vers la présidentielle. Ce que je veux pas, c'est qu'on ait le retour de ces tribunes sur la présidentielle. Si vous voulez bien, on met en place rapidement. Après les attentats au Stade de France, des mesures de sécurité renforcées et de nouvelles habitudes pour le public ont été mises en place, en plus des mesures pour surveiller les hooligans. Le PC est armé par des gens de ma direction, la DOPC, la direction de l'ordre public de la circulation, avec un correspondant de circulation. Nous avons en plus des forces de la réserve nationale. Vous voyez passer actuellement des CRS qui prennent position autour du stade, qui sont commandés par un GOCRS sous l'autorité civile d'un commissaire de police. Par secteur, nous mettons un commissaire de police à la tête d'une ou deux ou trois unités. Donc tout ça est armé depuis le PC. Et on a une séparation des flux visiteurs. On sépare en fonction des tribunes. On fait arriver les gens depuis les stations de métro où vous n'avez pas de circulation autour du stade. Et on s'est rendu compte que plus on sectorisait et plus on cassait les flux, plus on était en sécurité. La zone qui est dans votre dos, c'est la zone d'arrivée des VIP et des bus de joueurs, donc zone sensible qui est encore plus contrôlée. Ne rentrent sur cette esplanade que des véhicules qui ont été contrôlés. Le dispositif mis en place est exceptionnel, aussi bien pour la sécurité des spectateurs que celle des joueurs. Un dispositif complété par des tireurs d'élite situés sur les toits et les terrasses, invisibles pour le grand public. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on en a un qui est caché dans le stade de Jean-Bouin, dans les coursives, là, qui nous regarde en ce moment, qui nous surveille. Ça, c'est la sécurité ultime, si vous voulez, qui sert autant à me rassurer moi que vous. En cas d'événement majeur, nous avons un dispositif quand même relativement conséquent et qui part pratiquement des stations de métro et qui vient en se concentrant autour du stade. Voilà. Pour assurer la sécurité de l'enceinte parisienne, un PC ultra moderne en forme de bulle. Forces de l'ordre et opérateurs de surveillance peuvent compter sur plus de 150 caméras. Ici, c'est un PC à commandement unique qui regroupe toutes les unités et toutes les entités qui travaillent sur le dispositif sécurité. Vous avez d'abord la partie sécurité privée, c'est-à-dire le PSG, avec la gestion caméra, la gestion par les opérateurs et par le coordonnateur, la gestion de toutes les équipes de sécurité, les agents d'accueil, la palpation, les équipes d'inter en tribune, les équipes pelouse que vous avez. C'est 800 agents de sécurité sur un match en moyenne. Sur un match à peu près normal, c'est quand même assez conséquent. C'est géré depuis cette partie. Sur l'autre côté, vous avez la partie police avec tous les participants police, la garde républicaine qui assure des patrouilles à cheval, le correspondant CRS qui assure la coordination des unités mises à notre disposition, l'opérateur caméra, le chef de salle, le correspondant circulation. Là-bas, vous avez madame le procureur qui est présente à chaque match, vice-procureur. La participation des effectifs judiciaires chargés de tout le traitement judiciaire, de tout ce qui peut se passer dans le stade, avec au final les interdictions de stade. Donc si vous voulez, chaque opérateur a un rôle bien déterminé et nous assurons la gestion des caméras extérieures et la gestion des caméras intérieures sont assurées par le PSG. Et donc c'est un exemple parfait de commandement opérationnel, si vous voulez, d'imbrication entre le partenaire privé et le partenaire de la puissance publique. Nous avons à la fois une mission sécurité générale anti-attentat avec un dispositif complet de sécurisation générale et vous avez après un travail classique sur la sécurité au match de foot qui prend en compte le traitement des hooligans, des ultras, et traitement parfois particulier des spectateurs un peu turbulents. On essaie de prévoir et d'adapter le dispositif au mieux en essayant de faire un dispositif calqué au plus juste pour économiser les forces de police aussi, pour ne pas mettre trop de personnel sur les événements. Cette surveillance a permis le retour des supporters du PSG et de stabiliser les débordements. Paris est le premier port touristique mondial avec plus de 8 millions de passagers par an.
Quai Saint-Bernard, QG de la brigade fluviale, l'unique commissariat flottant de France. On est un service qui effectivement a une dualité de mission et c'est un petit peu l'originalité de l'unité avec des missions de secours que nous faisons donc en complémentarité avec les pompiers. Donc tout ce qui est secours à victimes et secours à bateau qui représente une très très forte activité pour le service. Qui nécessite d'avoir donc une présence 24 heures sur 24, des policiers formés au secourisme, du matériel de secourisme et donc des formations et des entraînements réguliers. Et puis on est également des policiers, et au même titre que nos collègues de commissariat. Donc on veille à la sécurité sur le fleuve et à la tranquillité et aux constatations d'infractions si jamais on devait intervenir et voir certaines choses. Sur le fleuve, plus de 1000 immeubles flottants sont recensés, sans compter les péniches de loisirs et de transport de matériaux. Un trafic intense et parfois dangereux. Le premier danger, c'est quand il y a beaucoup de navigation, il y a beaucoup de bateaux qui se croisent et qui peuvent éventuellement se heurter ou heurter les ouvrages d'art, les ponts. Deuxième danger, c'est les avaries moteurs donc des bâtiments. Ils peuvent vite arriver sur un pont et ne pas pouvoir passer, pas pouvoir gérer le passage du pont et toucher l'ouvrage. Ces sentinelles ont acquis au fil des années une connaissance intime du fleuve et de ses habitants. Dans la capitale, on recense plus de 400 péniches qu'il faut surveiller. C'est un bras qui n'est pas ouvert à la navigation et donc il y a beaucoup de bateaux logements qui attirent donc des cambrioleurs hein, comme avec tous les logements. Donc on maintient une surveillance constante sur ces habitations et sur ce bras en particulier. La Seine est sous la surveillance constante de l'organisme Vigicru. Lorsque le fleuve atteint son pic de crue, c'est toute une organisation qui se met en place. RER et métro ferment leurs gares, en bordure de Seine, les musées sécurisent leurs œuvres. Les policiers de la brigade fluviale jouent un rôle important quand la Seine déborde. Ils ont pour mission de sécuriser ces berges et les habitants des péniches. On a connu en juin 2016 une crue qui n'avait pas eu lieu depuis plus de 30 ans, où il y a eu une montée très rapide des eaux et une descente tout aussi rapide. Donc là, on a dû devoir gérer en urgence tout un linéaire de bateaux amarrés et de bateaux qui pouvaient être en difficulté. Donc là, il y a eu énormément de travail. Cette année, il y a également eu une crue, mais qui a été beaucoup plus progressive, qui a permis d'alerter les gens, de passer des messages de prévention aux différents usagers de l'eau pour qu'eux anticipent leur bonne réaction et anticipent la préservation de leurs installations. Lorsque la Seine atteint sa cote d'alerte, habitants et commerçants du fleuve parisien doivent évacuer par mesure de sécurité. Les policiers sont les seuls à pouvoir circuler sur le fleuve avec la brigade nautique des sapeurs-pompiers, le débit et le niveau de l'eau étant jugés trop dangereux. L'été, le soir venu, les quais s'animent dans de nouveaux lieux de fête et de détente. Alors la fête de la musique, c'est pour nous la journée ou la nuit la plus chargée de l'année parce qu'effectivement, c'est une nuit où il y a énormément de monde dehors et à partir d'un certain moment, l'alcool aidant fait qu'on a beaucoup de gens qui décident d'aller à l'eau en sachant bien sûr que c'est interdit et très dangereux. Et du coup, on a pas mal d'activités à ce moment-là et qui consistent à récupérer des gens qui sont à l'eau, prévenir toute agression sur les quais. C'est assez chargé. Comme toutes les nuits, l'équipe d'intervention de la brigade fluviale est en patrouille. La circulation sur le fleuve est réduite. Leurs rondes les amènent à contrôler les quais. Un appel les informe, pont de Bercy, un homme est tombé à l'eau. L'homme a réussi à regagner la rive, coincé contre la paroi du quai. Trempé, il est à bout de force. Monsieur, oh, eh oh, eh oh, eh oh, il y a un trou. Monsieur, oh, eh oh, eh oh, Monsieur, restez avec nous, hein. Monsieur, restez avec nous. Tu peux pousser 1, 2, 3. Allez, on appuie. Allez, asseyez-vous là. Arrivés sur place, les sapeurs-pompiers prennent le relais. Oh, monsieur, il est en train de partir. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez pris quelque chose d'autre ou pas? Vous l'avez vu glisser ou pas? L'homme encore choqué est transporté à bord de leur embarcation au QG de la brigade fluviale.
Les pompiers le placent sous assistance médicale et le conduisent à l'hôpital le plus proche. Chaque année, les plongeurs de la brigade fluviale sauvent plus d'une centaine de personnes de la noyade. Sur la même période, ils repêchent également une quarantaine de corps, pour la plupart des suicidés. Autre mission, la sécurisation du fleuve lors de visites officielles. Ce jour-là, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, doit rencontrer les plus hautes autorités françaises. La délégation se pose en hélicoptère aux Invalides. Et le cortège se dirige vers l'Élysée. Le visiteur représente une cible potentielle pour des activistes. Les services de sécurité sont sur le qui-vive. En cas de déplacement de personnalités à proximité du fleuve, la brigade fluviale assure une sécurisation nautique pour parer à tout incident à proximité du fleuve. Ensuite, il se peut que des personnalités politiques se déplacent sur le fleuve, aient besoin de se déplacer sur le fleuve, et nous assurons à ce moment-là l'encadrement de ces services d'ordre en partenariat avec les services de protection des personnalités et d'autres compagnies d'intervention. Nous disposons d'une cellule judiciaire avec des officiers de police judiciaire et nous sommes compétents particulièrement et nous avons le suivi des dossiers pour tout ce qui concerne la réglementation fluviale. Vous allez avoir une pollution, vous allez avoir un accident de bateau par exemple. Nos enquêteurs vont complètement mener l'enquête et proposer des conclusions au parquet. Enfin voilà, on est sur une enquête complète. Par contre, dès qu'on est sur du droit commun, effectivement, on travaille en collaboration avec les services de police et de gendarmerie locale qui assurent la continuité de l'enquête si jamais on devait constater une infraction de droit commun, éventuellement sur l'eau par exemple. Pour effectuer leur mission, des entraînements réguliers sont nécessaires. La visibilité dans la Seine n'est que de quelques centimètres par endroit. On va pouvoir intervenir à la demande des services de police. Mais si jamais il devait y avoir, par exemple, une recherche d'objets de délit ou d'armes ayant servi à la commission d'une infraction, le service enquêteur nous demande une recherche subaquatique, nous détermine la zone de recherche et effectivement, ensuite, on met en place différents moyens de prospection qui peuvent durer parfois plusieurs jours pour rechercher du petit couteau qui a servi dans un homicide, au coffre-fort qui a pu être jeté par les voleurs. Voilà. On est à la disposition des services enquêteurs pour toutes leurs demandes, dans la mesure où elles sont réalisables techniquement pour nous. La brigade fluviale est équipée d'un sonar permettant des recherches plus approfondies en milieu subaquatique. Cet appareil facilite la recherche d'épaves, d'objets, voire de corps, sur de vastes aires immergées. Il a permis de cartographier une partie de la Seine où reposent plusieurs véhicules qui ne représentent pas de danger pour la navigation. Et en cas de crue, il épaule les plongeurs quand la visibilité est nulle. Et on va également intervenir sur les véhicules immergés si jamais il y a un risque de suraccident. 29 juillet 2010. Au pied de la Tour Eiffel, un bus garé sur un parking dévale le quai en pente avant de plonger dans la Seine. Pris par le courant, il vient percuter l'avant d'un bateau qui transporte une cinquantaine de passagers. En quelques minutes, le bus coule. Un accident rare et spectaculaire, l'incident n'a fait aucune victime. La brigade fluviale est un des acteurs de la sécurité du fleuve avec la brigade nautique des sapeurs-pompiers de Paris. La capitale et ses habitants seraient bien vulnérables s'ils n'étaient en permanence protégés par un dispositif de secours et de sûreté pour lutter et prévenir les risques naturels, les crises majeures et les urgences au quotidien. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris doit faire face aux dangers propres à la capitale, des immeubles de grande hauteur, des établissements situés en grande profondeur, en plus des accidents sur la voie publique. Avec ses 8600 hommes et femmes, elle est le plus grand corps de pompiers d'Europe. Alors, le secteur de compétence de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris est Paris et les 3 départements de la Petite Couronne. 7 millions d'habitants. Ça représente plus de 500 000 interventions en 2017 de notre part, c'est-à-dire 1400 par jour. Sur les 500 000 interventions, 400 000 environ concernent le secours à personne, alors que les feux concernent 14 000 départs par an. Face à la progression continue des secours sur l'agglomération parisienne, une plateforme des appels d'urgence unique en France a été mise en place.
Chaque année, le nombre d'appels augmente de 15%, mais tous n'ont pas un caractère d'urgence. Écoutez, les pompiers sont en route, hein, ils arrivent. Il y a encore de la fumée là où vous êtes ou pas? Mais dans la forêt, c'est parti. Alors ici, nous nous trouvons à l'état-major des sapeurs-pompiers de Paris, et plus particulièrement au sein du centre opérationnel. Alors, les appels 17, 18 et 112 sont regroupés et sont réceptionnés effectivement au sein de la plateforme des appels d'urgence, avec une première phase destinée à qualifier l'appel et à lui attribuer un degré d'urgence, et une deuxième phase qui permet de discriminer précisément la nature de la détresse, la nature de la situation qui est reportée par le requérant. La mutualisation pompiers-police dans un même lieu physique est l'une des forces de la plateforme. Lorsque les appels ont été donc préqualifiés et filtrés afin d'être orientés vers le bon métier, ils sont réceptionnés une deuxième fois dans la salle de traitement des appels cette fois-ci. Et dans cette salle, c'est celle dans laquelle nous nous trouvons, sont colocalisés des sapeurs-pompiers et des policiers dont le métier est de qualifier très précisément la situation décrite par le requérant de manière à apporter la réponse la plus cohérente et la plus adaptée à la situation. Il a quoi? C'est ça? La proximité de policiers et de sapeurs-pompiers qui traitent des appels d'urgence qui, généralement, par un canal différent, mais décrivent la même situation, nous permettent de nous enrichir les uns et les autres du partage de l'information. Chaque opérateur a accès au réseau de caméras de surveillance de la préfecture de police. Ils peuvent ainsi vérifier l'ampleur de la situation et organiser les secours en conséquence. On a tous décalé, on a une grande expérience de terrain et sans cette expérience de terrain, on ne peut pas venir ici au centre opérationnel. Quelqu'un qui rentre chez nous à la brigade des pompiers de Paris, il ne peut pas venir ici au centre opérationnel commencer à prendre des appels. Oui, urgence pompier, j'écoute. C'est à quelle adresse, madame? C'est à quel étage là que vous voyez de la fumée qui sort? D'accord. Vous savez qui habite dans cet appartement? D'accord, vous restez bien chez vous, les pompiers vont venir vous chercher. Nous, on doit envoyer les secours le plus rapidement possible, bien évidemment. En 2 minutes, on sait déjà l'adresse, précisément ce qui se passe. Et derrière, nous, on va envoyer les engins adaptés à ce qui se passe. Donc nous, on a un rôle aussi très important, c'est qu'avant que les pompiers arrivent avec les camions, nous, on est souvent là, justement, pour faire les premiers secours sans être sur place. Et la difficulté, elle est là. Sur les incendies, quand les gens nous appellent, ils ont souvent tendance à vouloir soit sauter par les fenêtres parce qu'ils ont peur de mourir ou sortir dans leur cage d'escalier. Et c'est justement l'erreur à pas faire puisque la plupart des morts qu'on retrouve des fois sur intervention, c'est parce qu'ils sont sortis justement de chez eux, ils sont passés par la cage d'escalier et ils ont inhalé beaucoup de fumée. La difficulté, elle est là, c'est vraiment de prendre en compte l'intervention en soi, envoyer les secours rapidement, mais aussi sécuriser les gens au maximum, donc que ça soit sur un incendie, mais aussi sur un accident de la voie publique. Notamment aussi sur les massages cardiaques. On effectue des massages cardiaques par téléphone. Il faut savoir que 1 minute où le cœur n'est pas, il n'y a pas de massage cardiaque, quand il y a un arrêt cardiaque, c'est 10% de chance de survie en moins. D'accord. Est-ce qu'elle respire? La petite fille, est-ce qu'elle convulse toujours là? D'accord. Est-ce qu'elle ouvre les yeux? Vous quittez pas, je vais en parler au médecin aussi en attendant, d'accord? Vous restez bien en ligne, s'il vous plaît, vous raccrochez pas. Oui, docteur, c'est le 18 au téléphone. Voilà, c'est une petite fille de 3 ans qui a fait des convulsions. Elle a eu de la fièvre ce matin qui était non mesurée. La BSPP, effectivement, a cette particularité de disposer de sa propre coordination médicale. Donc c'est une singularité au niveau national. Nous sommes le seul corps de sapeurs-pompiers en France à disposer de sa propre coordination médicale. La présence de ces médecins nous permet d'aider les opérateurs à faire réaliser les gestes de prompt secours par les requérants dans les cas de situations les plus graves. Nous, on est les pompiers de l'ombre, mais on est là vraiment pour améliorer la survie des gens. C'est qu'on fait les massages cardiaques par téléphone. Et c'est grâce à ça, grâce à nous, grâce aux gens qui font le massage aussi par notre biais, qu'on arrive à sauver des gens sur intervention. Même si les feux représentent une faible part des interventions quotidiennes, ils sont souvent les plus meurtriers. L'accès difficile, les rues étroites, les escaliers encore en bois sont souvent des sources de risques supplémentaires. La mise aux normes des immeubles anciens de la capitale n'est pas toujours réalisée. Il y a une différence de développement du feu, du sinistre, dès lors qu'on s'engage dans un immeuble haussmannien, avec des cages d'escalier qui ne sont pas protégées, qui ne sont pas encloisonnées, alors que le feu va se développer et l'évacuation de la population va pouvoir se faire plus facilement si on se trouve dans un immeuble plus moderne.
avec des cages d'escalier encloisonnées, avec un système de prévention établi, un système d'alarme. Il s'agit pour le sapeur-pompier d'adapter sa réponse, les moyens techniques, s'adapter à l'infrastructure, et sa réponse tactique. Le nombre d'engins, le type d'équipe qui va pouvoir intervenir en hauteur ou en souterrain. C'est pour cette raison que depuis peu, on étudie et on utilise la robotique pour pouvoir préserver la ressource humaine, engager ce robot qui va nous donner un certain nombre d'informations avant d'engager le pompier qui, lui, va finir à l'extinction. Paris, 5 h du matin. Sur une grande artère de la capitale, un immeuble haussmannien est en flammes. Plus de 200 sapeurs-pompiers sont dépêchés de toutes les casernes. Ils s'attachent en priorité à l'évacuation des habitants avant de s'attaquer au feu. Grâce à leur rapidité, il n'y aura que 7 blessés légers. 2 jours plus tard, les spécialistes feu du laboratoire central de police scientifique de Paris entrent en action. Dépêchés par l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête, ils doivent déterminer si l'incendie est criminel ou accidentel. Le laboratoire central de la préfecture de police, c'est la direction d'appui scientifique et technique auprès du préfet de police. Donc nous sommes là pour, dès que l'un des services de la préfecture de police a besoin d'un appui scientifique et technique, apporter ou essayer d'apporter une réponse, soit nous en direct, soit en trouvant des partenaires capables de le faire. Premier objectif pour les enquêteurs, avoir la version des pompiers présents lors du sinistre, essayer de trouver la zone de départ du feu et détecter si des produits inflammables ont été répandus. En cas d'incendie, nous avons une équipe de permanence qui s'appelle la permanence générale, qui peut être appelée soit par la police, soit par les pompiers, en fonction de l'enjeu sur place, pour participer à l'investigation liée à ce feu, et notamment pour comprendre les causes du feu, pour savoir si c'est un feu criminel, un feu accidentel. Si c'est un feu criminel, aider les forces de police à prendre une première direction de leur enquête. Le laboratoire central de la préfecture de police de Paris est unique en France. Chimistes, ingénieurs et informaticiens travaillent sur les enquêtes criminelles de la capitale. Les échantillons récoltés arrivent au laboratoire Expertise Feu. La traque aux produits inflammables commence. Elle pourrait prouver un geste meurtrier. Dans les cendres, même après incendie et intervention des sapeurs-pompiers, on arrive quand même à retrouver des quantités très faibles de produits pour démontrer le caractère criminel de l'incendie. Créé en 1878 à Paris, le labo regroupe 200 experts en 3 pôles d'intervention, l'incendie, l'explosif et le chimique. Le risque chimique, il est multiforme et nous nous sommes organisés pour être capables de répondre à une couverture la plus large possible du risque chimique. On a une technique d'intervention en 2 temps. D'une part, on a un camion laboratoire qui peut être déployé sur le terrain pour faire des analyses au plus près. Et d'autre part, nous sommes capables de ramener des prélèvements au laboratoire pour faire des analyses plus précises d'autres espèces chimiques ou alors quand on est en dessous des seuils correspondant à ce qu'on est capable de détecter sur le terrain. 24 heures sur 24, le laboratoire central met des équipes d'intervention à la disposition des autorités de police parisiennes. Il y a une partie du laboratoire qui intervient, donc notamment dans le cadre de perquisitions, si on veut identifier des laboratoires clandestins ou des filières de synthèse d'explosifs particuliers. Alors, le laboratoire explosif, l'objectif, c'est de rechercher sur les vestiges de l'engin explosif ou sur la surface à proximité, disons, du siège de l'explosion, les traces d'explosifs qui pourraient encore être détectées pour identifier la nature chimique du produit utilisé. Un distributeur de billets de la Poste attaqué à l'explosif. Charge préformée pour ouvrir le distributeur de billets. Je fais l'extérieur pour voir s'il n'y a rien. Et après, je regarderai à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas un détonateur, un truc qui traîne. Hein. Une équipe d'experts en explosifs est sur place. Elle sécurise les lieux et cherche à prélever les traces et débris de l'engin qui a servi à ouvrir le distributeur. Celui-ci a été découpé par la charge explosive, il ne reste plus qu'un trou béant. Tu vois,
ça a découpé les 3 quarts, mais il y a une partie qui n'a pas bien fonctionné. Donc ce qui ressemble constituant de ce cadre-là, c'est des éléments qui est là. J'ai peut-être un petit éclat là, un petit éclat là, et un fil là-bas. Cette section du laboratoire est spécialisée dans l'analyse des substances explosives, qu'elles soient d'origine criminelle ou terroriste. À partir de ces conclusions, les recherches peuvent orienter les enquêteurs vers tel ou tel groupuscule ou truand. Les équipes de déminage du laboratoire sont chargées de transporter les substances explosives découvertes dans la capitale. Quand un colis suspect est découvert, une équipe du laboratoire central est envoyée sur place. Les démineurs doivent être en mesure d'intervenir en moins de 15 minutes sur le lieu de l'opération, quelle que soit la circulation. Les équipes sur place ont sécurisé les lieux. Une bouteille de gaz suspecte a été découverte sur un trottoir. C'est comme ça à Paris. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que le déminage passe pour lever le doute sur cette bouteille. Et ensuite, ça fera l'objet d'un enlèvement. Face à la menace terroriste, les démineurs sont de plus en plus sollicités pour assurer le désamorçage ou la destruction de tout engin susceptible d'exploser. Paris, région capitale, a des enjeux de déminage extrêmement forts. Nous faisons environ 2500 interventions par an sur des colis, des véhicules, des objets suspects. 2500 interventions par an, c'est à peu près 7 par jour. Fausse alerte. Comme souvent, il ne s'agissait pas d'un engin explosif, mais aucun risque ne doit être pris. Le niveau de menace extrêmement élevé que nous vivons depuis 2015 a conduit en fait à 2 évolutions majeures. Amélioration des méthodes pour faire face à un risque accru. Amélioration des méthodes en protection et amélioration des méthodes de neutralisation des engins suspects, voire même des engins plus que suspects, des engins avérés. Donc là, on va faire usage d'explosifs en fait pour pouvoir faire une première action sur le colis. Ça va nous permettre à la fois de secouer ce qu'il y a à l'intérieur et de l'ouvrir. Une détonation va retentir dans quelques instants au coup de sifflet. Merci de bien vouloir protéger vos oreilles. Que ce soit dans les aéroports, les gares ou sur les rails de chemin de fer, leurs interventions sont de plus en plus fréquentes. Les comptes à 3, 2, 1. Les démineurs sont équipés d'une panoplie de moyens, d'une espèce de boîte à outils avec différents moyens, des tenues particulières, des moyens d'intervention à distance, etc. En fonction de leur analyse de la situation, de l'analyse du risque, des éléments de contexte, ils vont sur le terrain au plus près du besoin choisir le moyen qui est le plus adapté à la menace rencontrée. Robot lanceur de projectiles sous haute pression, système de contrôle au rayon X qui permet de ne pas détruire l'objet suspect, ces dispositifs font partie des techniques de plus en plus sophistiquées mises au point grâce aux informations récupérées sur les zones de conflit. Alerte dans une station de métro. À cette heure d'affluence, évacuer une station, c'est bloquer des milliers de voyageurs sur le réseau de transport. Il est important pour les démineurs d'intervenir rapidement sur un colis suspect dans un train ou une rame de métro. Dans Paris, le trafic est tel que tout arrêt a un impact économique et humain. Pour les démineurs, toute minute gagnée est importante. La sécurité dans les transports est une priorité. L'Île-de-France concentre à elle seule 60% de la délinquance commise dans les transports en commun en France. L'enjeu de la sécurité dans la région est d'autant plus crucial que certains chiffres donnent le vertige. Près de 5 milliards de voyages y sont effectués chaque année. Le réseau ferré compte 736 gares. Pour assurer la sécurité des voyageurs, la préfecture de police a mis en place des unités spécialisées. 1300 policiers entièrement voués à la surveillance dans les bus, trains, RER et métros complètent les 2800 agents assermentés de la RATP et de la SNCF.
c'est 7 millions d'usagers chaque jour en Ile-de-France qui ont droit à la sécurité dans ces transports. C'est pour nous une grande priorité. 34 millions de touristes sont accueillis chaque année en région parisienne. Plus des 3/4 fréquentent le métro, peu méfiants. Ils sont une cible privilégiée des pickpockets. Notre brigade sécurise ce qu'on appelle les réseaux ferrés qui comprennent métro, RER et les Transiliens, mais également ce qu'on appelle le réseau de surface, à savoir les tramways et les bus. Chaque équipe est géolocalisée grâce à un récepteur radio qu'elle transporte. Ainsi, en temps réel, le PC Sécurité connaît la position de toutes ses patrouilles. Sous-sol de la maison de la RATP. C'est ici que se situe le centre d'information et de commandement opérationnel du service régional de la police des transports de la préfecture de police de Paris. C'est de cette salle ultra sécurisée que les opérateurs traquent les délinquants. Cette salle a pour vocation de traiter les événements qui tiennent à la sécurité des transports sur le périmètre de Paris, de la petite et de la grande couronne. Nous disposons dans cette salle de plusieurs technologies différentes, qui sont principalement des technologies vidéo, qui regroupent à la fois les flux fournis par la préfecture de police pour assurer la sécurité sur la capitale, mais également des caméras partenaires, nos deux principaux partenaires étant les transporteurs RATP et SNCF. Nos équipes de salles de traitement de l'activité opérationnelle suivent l'activité de chacune des patrouilles, donc sont au courant des secteurs qu'elles sont censées parcourir. Plus de 260 patrouilles sécurisent chaque jour plus de 1000 métros, RER et trains de banlieue. La compagnie de sécurisation qui est en uniforme sont des policiers qui effectivement patrouillent au quotidien. Bien sûr, visibilité et dissuasion, mais cela ne les empêche pas de faire de nombreuses interpellations pour des infractions qui sont commises dans les transports, notamment des vols, mais également des affaires de stupéfiants ou des agressions. Nous avons une brigade de policiers en civil que nous appelons la BLAST. C'est les brigades de lutte contre les atteintes à la sécurité des transports. Et eux sont en charge notamment de lutter contre tout ce qui est vol à la tire, vol violence, mais également à l'occasion des agressions sexuelles qui sont commises dans les réseaux. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. C'est en civil que les policiers traquent les pickpockets. Ici, pas de voitures et de sirènes hurlantes. C'est en courant et en basket qu'il faut parcourir les kilomètres de couloirs qui séparent les différentes stations. Là, on a 3 individus qui sont actuellement en gare et qui s'intéressent à des bagages. Pas d'uniforme, pas de signe distinctif. Ces hommes et ces femmes sont des professionnels de la filature et de la discrétion. Ils doivent se fondre dans la foule. Les 3 individus se sont séparés. Il y en a un dans le train, dans la voiture 18, et les 2 autres qui ont rejoint la gare. Donc là, c'est pour ça on s'est divisé en 2 groupes. La première équipe vient d'interpeller. J'y vais. L'autre partie du groupe vient de prendre en flagrant délit les 2 jeunes voleurs. Ce n'est que partie remise pour le dernier qui est monté dans le train. Il a bien été identifié. Do you have 5 minutes to take Okay, that's fine. Yeah. Because we need your declaration on paper. Okay. Les 2 individus repèrent la victime avec un téléphone dans la poche. Ils le suivent dans les couloirs. Ils se collent derrière en essayant de dissimuler leurs gestes. Pendant qu'il y en a un qui dissimule les gestes de son complice, le deuxième prend le téléphone dans la poche et se retourne pour prendre la fuite. On est juste derrière, on interpelle, on prend contact avec la victime qui nous confirme qu'il s'agit bien de son téléphone. I know, some policemen were casual to go around, looking around, but I didn't know they were around here at this moment, so yeah, I'm happy. L'an dernier, 2130 malfaiteurs ont été arrêtés dans les transports parisiens, soit en flagrant délit par les policiers de la brigade des transports, soit après avoir commis un vol ou une agression, repérés grâce au système de vidéoprotection qui maille le métro et le RER. La cellule de vidéopatrouille a pour mission de détecter des profils à risque de personnes susceptibles de commettre des vols, principalement. Cette unité a à sa disposition des effectifs qui sont dédiés en surface dans un véhicule et qui sont pilotés directement par les opérateurs vidéo
qui assureront le suivi des individus suspects jusqu'à leur interpellation. Pour cela, il faut avoir une grande expérience du terrain, connaître les emprises des transporteurs et également avoir une grande dextérité dans la manipulation des outils informatiques qui sont mis à notre disposition de manière à pouvoir constater un fait du début jusqu'à la fin. Les transports, qu'ils soient souterrains ou en surface, sont une priorité pour la vie des Parisiens. Chaque jour, plus de 4 millions de déplacements motorisés sont effectués entre Paris et sa banlieue et plus de 3 millions dans la capitale. Le périphérique, avec ses 35 km, cumule à lui seul 1,2 million de véhicules par jour. Sous les pavés de l'île de la Cité, la préfecture de police dispose d'une unité chargée de fluidifier la circulation. Elle met en œuvre des plans de gestion quotidienne du trafic sur Paris. C'est l'une des missions les plus essentielles pour maintenir une forme d'entente entre automobilistes, cyclistes et piétons dans les rues parisiennes. Alors vous êtes ici dans la salle d'information et de commandement régional circulation, donc comme son nom le dit très bien déjà, chargé de la régulation de la circulation et aussi de la coordination de tous les plans, plan neige, plan crue, plan pollution et tous les événements à caractère régional. Donc il y a un kit de 39, il y a le 208 qui va venir à votre niveau pour vous renforcer. Donc on a une compétence globale sur l'agglomération parisienne, capitale et petite couronne, et aussi une compétence sur les axes structurants, là uniquement du préfet de police, en grande couronne. Ce qui fait un terrain de jeu qui est quand même assez important, 1700 km, sur lequel on doit agir en matière de circulation, et on va surveiller avec notre réseau de caméras PZVP, on va surveiller la capitale. Et à partir de là, on va donner des instructions aux effectifs sur le terrain. C'est reçu. Il faut absolument que... Chaque fois qu'un problème est détecté, une équipe est dépêchée pour rétablir la fluidité du trafic. En cas d'incident majeur, la circulation sera déroutée pour laisser les voies libres aux services de secours et aux forces de police. Dans de meilleures conditions. On a des centaines et des centaines de caméras qui permettent d'avoir cette vision très précise. Les effectifs du Centre d'information et de commandement régional circulation utilisent un certain nombre d'outils. Donc vous avez le SURF, qui est un outil de la ville de Paris, et vous avez le Citadin, qui est un outil régional de la DIRIF. Alors le SURF, ça veut dire système urbain de régulation des flux. Et ce système permet de voir quels sont les axes. Bon, vous voyez, là, c'est surtout le boulevard périphérique côté sud. Quels sont les axes donc, qui ont besoin d'une intervention de nos services. Dans une salle adjacente, 48 grands axes parisiens et 8 carrefours sont particulièrement surveillés. Cette unité de vidéo-verbalisation a été créée en fait pour aider à la fluidification de la circulation, car elle est chargée surtout de faire le contrôle des infractions au stationnement et à la circulation dans les voies réservées, c'est-à-dire dans les voies bus. Puisque actuellement, si la voie bus ne circule pas, le bus est obligé de sortir de sa voie bus et il va encombrer les fils de circulation générale, les taxis de la même manière et les cyclistes aussi vont être obligés de sortir de la voie bus et prendre des risques en étant sur les autres voies. Caractérisé par la densité de ses équipements urbains et de ses réseaux de transport, le bassin économique d'Île-de-France concentre un grand nombre de risques naturels, industriels, technologiques et sanitaires. Pour faire face à ces périls, Paris dispose d'un centre opérationnel de zone de défense qui assure une surveillance permanente sur la capitale et ses 7 départements qui l'entourent. Cette surveillance permet d'anticiper et de coordonner toutes les mesures permettant de protéger Paris d'une crise à l'échelle de ce territoire. La zone de défense de Paris est comme les autres zones de défense, mais évidemment le territoire a une sensibilité particulière, une densité de population sans égale non plus, puisqu'il y a un territoire finalement assez restreint, c'est 12 millions d'habitants qui ont leur activité, leur vie quotidienne, et le préfet de zone, c'est-à-dire le préfet de police, dans la capitale, est en charge de la gestion de ces crises lorsqu'elles se produisent. À chaque fois, c'est la logique zone de défense qui doit fonctionner pour coordonner l'intervention des différents acteurs, les acteurs de la sphère publique, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, mais également les acteurs privés, les acteurs économiques et bien sûr les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les communes. 12 millions d'habitants, 34 millions de touristes, 6500 manifestations, 1600 km de réseau RER, 210 km de métro, 2100 km de route. Il
faut rassurer nos concitoyens, rassurer les visiteurs qui viennent à Paris. Pour autant, Paris ne doit pas devenir un bunker, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une approche équilibrée, qui soit une approche où la vigilance est de mise, mais sans tomber dans l'hystérie. Pour que Paris reste toujours Paris et que chacun puisse profiter de la liberté de circuler en toute sécurité, des hommes et des femmes assurent une veille permanente pour tenir à distance les menaces toujours plus nombreuses et variées qui planent au-dessus des grandes capitales.